Bonjour à tout le monde. Dans cette troisième séance, on va passer au premier chapitre, savoir l'impôt sur les sociétés, et on va aborder la première section, les champs d'application. Voilà donc, dans les champs d'application, on va d'abord définir l'IS, bien sûr toujours selon le Code général des impôts. Notre document de base, c'est le Code général des impôts et c'est les notes circulaires. Deuxième point, les personnes imposables à l'IS. Troisième point, les personnes exclues du champ d'application. Quatrième point, les produits soumis à l'impôt retenu à la source. Cinquième point, territorialité. Sixième point, les exonérations et les conditions d'exonération. Donc, définition. Ça, c'est le premier article du Code général des impôts. L'impôt sur les sociétés s'applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 du CGI, des sociétés et autres personnes morales visées à l'article 2 du Code général des impôts. Donc, autrement dit, l'IS, lorsqu'on parle d'une société, automatiquement l'IS, à l'exception des sociétés des personnes, des sociétés à prépondérance immobilière, on va les voir en détail. Mais grosso modo, lorsqu'on parle d'une société, automatiquement c'est l'IS. Ou n'importe quel organisme qui réalise des activités à but lucratif. Les personnes imposables, c'est l'article 2 du Code général des impôts. Le Code général des impôts prévoit trois types de personnes imposables. D'abord, les personnes qui sont obligatoirement passibles à l'impôt sur les sociétés. Ils n'ont pas le choix. Les sociétés, quelle que soit leur forme et leur objet, donc toutes les sociétés, ils sont obligatoirement passibles à l'IS, à l'exception de celles visées par l'article 3. On va les voir par la suite, c'est-à-dire les sociétés des personnes et les sociétés à prépondérance immobilière. Puis, les établissements publics, attention, même les établissements publics, ils doivent payer l'IS. Actuellement, si certains établissements publics ne payent pas l'IS pour certaines activités lucratives, peut-être c'est un problème au niveau de la comptabilité, c'est un problème au niveau du contrôle fiscal, c'est un problème au niveau de la déclaration, d'une façon générale. Mais la loi, il vous dit même établissement public, vous réalisez des activités à caractère lucratif, vous devez payer l'IS. Donc les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Donc dès qu'il y a le caractère lucratif, même si établissement public, vous devez payer l'IS. Je donne l'exemple, les CHU, les universités, etc. etc. Pour les universités, la formation continue, etc. etc. Également, les associations et les organismes légalement assimilés, vous êtes association même si vous êtes à but non lucratif, mais vous réalisez en parallèle des opérations à caractère lucratif. Vous devez obligatoirement déclarer l'IS. Les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. Lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés. On va voir dans les exonérations qu'il y a certains fonds qui sont exonérés par la loi. Ici, s'ils ne sont pas exonérés, l'imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu'ils gèrent, faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation entre les fonds, c'est-à-dire s'il y a ici gain ou dans notre fonds perte, la compensation est interdite. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l'organisme gestionnaire. Puis les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements de sociétés. Donc pour les établissements non résidents, c'est-à-dire qui n'ont pas dépassé 183 jours sur le territoire marocain. C'est le cas des... c'est-à-dire ce ne sont pas des établissements stables. Dans ce cas, en fonction du convention fiscale internationale signée, même les sociétés non résidentes, ils doivent payer l'impôt, une retenue à la source
qui peut varier entre 10, 15, selon les circonstances, et qui peuvent même aller jusqu'à le barème si les sociétés non résidentes dépassent le délai légal, c'est-à-dire dépassent 183 jours. Voilà, donc on a terminé avec les sociétés qui sont obligatoirement passibles à l'IS, et on passe maintenant aux sociétés qui sont passibles à l'IS sur option. Mais l'option, elle est irrévocable. C'est-à-dire, si vous optez pour l'IS, l'année prochaine, vous ne pouvez pas dire non, moi je vais maintenant opter pour l'IS. Donc, sont passibles à l'impôt sur les sociétés sur option irrévocable les sociétés en non collectif. Voilà, les sociétés en non collectif. Et les sociétés en commandite simple, et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques. Et ne comprenant que des personnes physiques. Là c'est très important. Parce que s'il y a une personne morale parmi les associés, automatiquement c'est l'IS. Vous n'avez pas le choix. Automatiquement c'est l'IS. Dans ce cas, vous n'avez pas le choix. Donc, pour les sociétés en non collectif, rapidement, c'est quoi donc une société en non collectif? C'est lorsque les associés ont la qualité de commerçant, donc l'aspect personnel il est très présent. C'est le cas de la PME marocaine. Et ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Et la cession des parts sociaux entre les associés est soumise à l'accord unanime, c'est-à-dire l'accord de 100%. C'est ce qu'on appelle une société en non collectif, c'est-à-dire l'aspect personnel est très présent. En principe, ces sociétés déclarent l'IR, mais ils peuvent opter pour l'IS. Également pour les sociétés en commandite simple. Voilà, vous avez ici les sociétés en commandite simple. Donc c'est quoi? C'est une société de personnes également, mais tout simplement il est composé des associés commandités et des associés commanditaires. Associés commandités, ils sont indéfiniment et solidairement responsables. D'accord? Je donne des exemples. Si vous avez dans votre société un capital de 1 milliard et votre bien personnel 2 milliards, donc vous êtes responsable dans les environs de 3 milliards. L'aspect personnel et professionnel est confondu. Le contre-exemple des sociétés, c'est la SARL, la société à responsabilité limitée. Bien sûr, la SARL, non, la SARL d'office, elle est soumise à l'IS. Donc, là, le Code général des impôts, il donne le détail. Les sociétés visées doivent mentionner l'option précitée. Voilà, donc là c'est un détail pour l'option à l'IS. Les autres personnes morales passibles à l'IS. Les autres personnes morales qu'on n'a pas citées. Donc, les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les établissements des sociétés non résidentes ou établissements du groupement dudite société et les autres personnes morales passibles de l'IS sont appelées sociétés par le Code général des impôts. Donc pour le Code général des impôts, autrement dit, là où il y a activité lucrative, c'est une société. Vous devez payer l'IS. Bien sûr, à l'exception des sociétés qui sont hors champ. D'où le troisième point, les personnes exclues du champ de l'IS. Sont exclues du champ de l'IS les sociétés de personnes, les sociétés en non collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques. Sous réserve, bien sûr, de l'option. S'ils n'ont pas opté pour l'IS, ils sont hors champ. Également, les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques, parce que s'il y a une personne morale, vous devez obligatoirement déclarer l'IS. Les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives. En effet, ces sociétés sont exonérées lorsque, voilà donc les sociétés à objet immobilier. Le Code général est dans le détail. Lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société. Donc, à titre d'exemple, on a 3 associés, ils ont acheté un lot de terrain, ils vont construire
une maison, rez-de-chaussée plus 2. Donc chacun d'eux, il va prendre une partie. Donc, d'unités de logement occupées en totalité, en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin. Ils ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur don, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres nommément désignés la libre disposition de la fraction d'immeuble ou de l'ensemble immobilier correspond à ces droits sociaux. Donc, chaque fraction est constituée d'une ou de plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées sociétés immobilières transparentes. Voilà donc pour les sociétés immobilières transparentes, c'est-à-dire j'ai des associés ayant un seul objet, c'est la construction pour leur propre compte ou la construction pour leur propre compte des biens immobiliers et qui sont désignés statutairement entre les associés. Également les produits, les groupements d'intérêt économique. Ils sont bien sûr hors champ. Voilà, c'est hors champ, les personnes qui sont hors champ d'application. Donc je passe maintenant aux produits soumis à l'impôt retenu à la source, tels qu'ils sont définis par l'article 4 du Code général des impôts. Sont soumis à la retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les revenus. Vous avez les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l'article 13 du Code général des impôts. Voilà, donc on a l'article 13 du Code général des impôts, les produits des actions, tout ce qui est dividendes, etc. Puis vous avez les produits de placement à revenus fixes, intérêts, obligations, les sous-coques, etc. visés par l'article 14 et 14 bis du Code général des impôts. Vous avez également les produits bruts visés à l'article 15. C'est quoi ces produits bruts? C'est-à-dire les produits reçus par les personnes physiques ou morales non résidentes. Lorsqu'on a une personne non résidente, il est soumis à l'impôt retenu à la source de 10% selon le Code général des impôts et il peut varier en fonction de la convention fiscale internationale. Parce qu'il y a le Code général des impôts et il y a la convention. La convention, il est supérieur au Code général des impôts. Voilà donc ces produits, ils sont soumis à l'impôt retenu à la source. J'ai essayé d'établir un petit résumé des produits soumis à l'impôt retenu à la source dans ce petit tableau. Voilà donc les retenus à la source que vous auriez. Il y a l'article 13, c'est quoi? C'est les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. L'auto, c'est 15% de 15%. Et selon l'article 19. D'accord? Donc pour les produits de placement, vous avez le produit de placement 20%. Pour les certificats de Soko, également 20%. Pour les produits perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, 10%. Bien sûr, sous réserve de la Convention fiscale internationale. Et vous avez également l'article 16, on n'a pas parlé de l'article 16, c'est la base imposable de l'impôt forfaitaire des sociétés non résidentes. Parfois, certaines sociétés non résidentes ayant certaines conditions peuvent opter pour l'impôt forfaitaire de 8%. On va le voir en détail dans le cours de la fiscalité internationale par la suite. Voilà donc, on va passer rapidement à un petit exercice. Et donc un exemple sur ces retenues à la source. Exercice 1. Une société non résidente a réalisé les travaux d'études pour une société résidente au Maroc pour un prix de 800 000 dirhams, toutes taxes comprises. Travail à faire. Calculer la retenue à la source au titre de l'IS. Donc la solution. Toujours, donc on a le toutes taxes comprises.
égale hors taxe plus 0,2 hors taxe. Ici, je suppose que le taux de TVA, c'est 20%. C'est le taux de droit commun. Parce qu'en principe, dans la TVA, si je vous dis le taux de TVA et je n'ai pas donné de détails, c'est 20%. D'accord? Il y a des exceptions. Il y a le 7, le 14. On va le voir par la suite. Donc, toute taxe comprise égale hors taxe plus 0,2 hors taxe, donc égale 1,2 hors taxe. Donc, si je cherche l'hors taxe, c'est le taux taxe comprise, je le divise par 1,2. Donc, taux taxe comprise 800 mg, je le divise par 1,2, voilà l'hors taxe. Donc, la retenue à la source, c'est une personne non résidente et donc elle est soumise à une retenue à la source de 10%. Bien sûr, sous réserve de la convention fiscale internationale. Parfois, la convention fiscale, il peut prévoir un taux qui est inférieur à 10%. À 10%, inférieur à 10%. Donc, la retenue à la source, RS, la retenue à la source, donc c'est ce montant-là, fois le 10%. Ça donne 66 666 dirhams. Donc, je peux calculer la TVA, c'est leur taxe, c'est ce montant-là, fois 20%, ça donne le montant de TVA. Comme je peux calculer la TVA d'une autre façon, je peux prendre automatiquement le taux taxe comprise, je le divise par 6. Pourquoi 6? Parce que c'est 20. 100, il se compose de 5 20, puis les 20 de TVA. Ça fait 120, donc 6. Je peux le diviser par 6. Donc 800 000 par 6, vous aurez le même montant. Sinon, vous pouvez travailler avec cette formule-là. Bien sûr, divisé par 6, il est valable seulement lorsque le taux de TVA égale à 20%. Donc, on va passer donc à la territorialité. On va passer à la territorialité telle que exposée et définie par l'article 5 du Code général des impôts. Donc, les sociétés, qu'elles aillent ou non un siège au Maroc, si vous avez un siège ou vous n'avez pas de siège, sont imposables à raison de l'ensemble des produits et bénéfices et revenus réalisés sur le territoire marocain, bien sûr. Peu importe votre origine, peu importe le siège, vous avez des activités au Maroc, vous devez payer l'IS au Maroc. Le contre-exemple, on a une entreprise marocaine mais qui a des activités en France. Il va payer l'IS en France, d'accord? Donc, les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées sociétés non résidentes, dans le présent code, sont en outre imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15. Voilà l'exemple qu'on a donné. D'accord? Donc, on va continuer dans la séance prochaine. On va commencer avec les exonérations. Merci.